La voiture fit une embardée pour éviter un trou creusé par les pluies et les gels de l'hiver. Puis poursuivit sa route. Blanche dormait toujours. Je regardais le paysage d'un œil morne. Le corps légèrement appuyé contre la portière, je conduisais d'une main en fredonnant une chanson que m'inspiraient les harmonies du moteur. Il ne pleuvait plus, mais çà et là, dans les montagnes avoisinantes, des orages menaçaient encore. Nous croisions une foule de camions bâchés qui avaient repris la route après les pluies, chargés de sacs de vivres. Sur chaque plateforme, une vingtaine de personnes étaient installées précairement au milieu de la cargaison, se protégeant du froid comme elles pouvaient. J'avais utilisé quelques semaines auparavant ce mode de transport et j'appréciais aujourd'hui le confort de la Mercedes. De temps à autre, nous rencontrions un cavalier solitaire ou un groupe qui semblait filer à travers les vastes étendues avec bien plus de facilité que la voiture. Je ralentis à l'apparition, derrière un mur de rocailles, d'un troupeau transi qui cherchait l'herbe maigre et rare de la montagne. Le berger se tenait plus loin, tel un guetteur, le fusil à l'épaule. À ses pieds, un grand chien veillait. Il portait au cou un de ces colliers cloutés que les bergers confectionnent pour leur donner un avantage dans un combat éventuel contre les loups qui, la nuit, s'approchent des troupeaux. J'avais déjà vu ce procédé, car les moyens sont les mêmes partout dans le monde des pasteurs. Il y avait finalement peu de différence entre un berger d'ici et un transhumant de la Lozère froide. C'était le fusil qui faisait la différence, et cette ivresse de liberté qui se respirait en ce pays. Être libre et sans attache, n'était-ce pas le rêve de tous les hommes dignes de ce nom? Les leçons de Rasoul me revinrent en mémoire. Le luxe rend faible, mon ami. Le luxe et le trop grand confort. Il te faut fuir les choses qui pourraient t'affaiblir, car elles viendront te séduire où tu ne les attends pas. Il faut croire que la liberté n'était pas le rêve de tous les hommes, puisque l'Occident avait produit cette société décadente et oisive. Ce que je n'avais jamais pu supporter en Europe, c'était cette espèce de vacances de l'âme que l'on trouvait importante, sinon essentielle. Ne rien faire était pour certains hommes devenu un but. Or, ils en étaient arrivés là parce qu'ils n'avaient plus rien à défendre que des intérêts particuliers et dérisoires. On était ici à plus de 4000 mètres, mais ce n'était pas l'altitude qui faisait paraître l'Occident aussi insignifiant. J'eus une pensée amère pour mes parents. Je me demandais si mon père avait jamais éprouvé ce sentiment de bonheur total devant un paysage, s'il avait jamais eu envie comme moi de tout faire sauter, de tout faire disparaître. Je décidai que non. On ne peut pas résister à un tel appel, sous peine de voir tout le restant de sa vie soumis à la médiocrité. Je me surpris à penser que je préférerais mourir plutôt que revenir sur mes propres traces. Au bout du chemin, il existait une solution. La solution était-elle dans le voyage lui-même? On ne peut rester identique à soi-même lorsqu'on se déplace dans le monde. Tel un serpent au moment de la mue, on perce ses peaux successives. On abandonne des morceaux, mais, au terme,
et par une sorte de miracle, on se retrouve toujours intact et entier. Le voyage est une sorte d'alchimie à rebours. Une magie qui progressivement vous décompose, qui vous tue, pour mieux vous faire revivre. Il n'y a rien à voir nulle part, fredonnai-je tout bas, pour ne pas réveiller Blanche. Le monde n'est pas à voir, le monde est à faire. La Land Rover suivait à 200 mètres derrière. Je m'interrogeais sur nos compagnons de route. Quelque chose s'était corrompu en eux. Et à cause de cela, plus rien n'était simple. La vision de ce matin confirmait mes pensées. Ce qu'ils avaient fumé était sans doute très fort, et je comprenais que l'usage du hashish puisse agir sur les comportements. Cependant, j'avais découvert une autre Blanche. Comme elle était restée un long moment dans le jardin en compagnie de la jeune fille, j'ignorais ce qui s'y était passé. Mais lorsqu'elle était revenue, elle m'avait jeté un regard que je ne lui connaissais pas, chargé de haine et de rancœur, comme si je lui avais fait du mal. L'Espagnol avait éclaté de rire, et je ne m'expliquais pas encore le sens de ce rire. Il avait dit « Eh bien, madame !» Puis il avait laissé sa phrase en suspens. Un malaise régnait dans la pièce, et qui s'accentua encore avec l'arrivée de la jeune fille, dont les vêtements étaient défaits et trempés de pluie. Le rire avait redoublé. « Eh bien, mesdames, devrais-je dire ?» Le manteau que Blanche s'était procuré était maculé de boue, et des herbes en étoilaient la fourrure. J'avais demandé d'une voix timide « Est-ce que ça va, Blanche ?» Mais elle n'avait pas répondu. C'est à peine si elle avait prêté attention à la question. Elle avait promené un regard vide sur l'assistance. « Vous n'êtes pas encore prêt ?» dit l'Anglais. « Il ne pleuvra bientôt plus. » À l'instant du départ, j'avais remarqué qu'elle embrassait la jeune fille avec une tendresse maladroite. Celle-ci avait souri, et je l'entendais encore murmurer « Reviens, vite !» dans un souffle. Je me souvins sur le moment, j'en avais ressenti quelque jalousie. Puis je m'étais attaché à chasser ces pensées dès que nous nous étions mis en route. Blanche s'était endormie aussitôt que la voiture avait atteint les faubourgs de Kaboul. Nous avions traversé Charikar sans y faire halte, et nous venions de laisser la vallée du Panchir lorsque la Land Rover émit des appels de phare et se porta à ma hauteur. Je stoppai sur un terre-plein caillouteux. « On va manger juste avant le tunnel de Salan. Il y a un endroit parfait. À cette heure-ci, il n'y aura pas de monde. Rice and meat, ça te va ?» Nous avons échangé un coup d'œil de connivence, car le riz et la viande étaient pratiquement la seule nourriture que l'on pouvait trouver tout au long de la route d'Afghanistan. Je connaissais le caravansérail où l'Anglais projetait de s'arrêter, pour avoir déjà fait cette route quelques mois plus tôt, alors que je voyageais seul. On abordait maintenant le désert montagneux, et il fallait faire preuve de prudence, car les tracés de la piste étaient incertains. Les camions chargés continuaient de défiler en sens inverse, et parfois les occupants envoyaient des signes de reconnaissance et d'amitié auxquels je répondais. Je dus m'arrêter de nouveau pour permettre à un troupeau de traverser.
Machinalement, je me mis à compter les brebis qui trottaient sous mes yeux. Je coupai le moteur pour aller demander au berger si le compte correspondait à la réalité. Le vieil homme qui gardait fit un signe d'assentiment qui me ravit au plus profond de moi-même. Je ne m'étais pas trompé. J'avais encore une raison d'être dans le monde. Je savais compter les brebis, et ce n'était pas monnaie courante dans l'univers des voyageurs. Dans le rétroviseur, je recevais les appels de phare de l'Anglais qui manifestaient son impatience, mais tout à ma joie, j'avais décidé de ne pas en tenir compte. C'est le moment que choisit Blanche pour se réveiller. Elle s'étira longuement et demanda d'une voix qui avait retrouvé sa douceur : « Où sommes-nous, beau prince ? » ?»« Nous approchons de Sallan. Nous allons bientôt nous arrêter pour manger un peu. »« Tu crois, dit-elle, que je le verrai, ton or ? Il y a des moments où j'ai peur. » Puis elle se mit à fredonner. « Il y a des moments où j'ai peur de mourir comme une enfant solitaire. » Cesse de dire des sottises. Regarde plutôt la caravane. Elle tourna doucement la tête en direction de l'endroit que je lui indiquais, puis prononça lentement : « Je me moque des caravanes. Tu ne peux pas savoir comme je m'en moque. Ce que je veux, c'est être avec toi. Tu ne me laisseras pas, dis, mon prince. Tu ne m'en veux pas. » Je la regardai avec inquiétude. « Non, je ne t'en veux pas. Je ne t'en voudrai jamais, tu le sais. Comment pourrait-on en vouloir à sa reine ?» Les yeux de Blanche étaient perdus dans la brume qui se levait maintenant des montagnes. « C'est le privilège des rois, dit-elle. On parvient à leur pardonner, même lorsqu'ils font le mal. Et la haine qu'on leur a portée, on la change en amour. Tu seras toujours un fidèle serviteur de ta reine. » Le caravansérail était en vue et je commençai à ralentir pour garer la voiture contre un mur d'argile qui avait servi autrefois à abriter les troupeaux de passage. La Land Rover fit une manœuvre au milieu des flaques et vint se ranger contre la Mercedes. Nous nous sommes dirigés tous les quatre vers la maison de terre. L'Anglais avait raison. À cette heure de la journée, nous étions pratiquement les seuls voyageurs à faire halte en cet endroit désert. Afin de satisfaire à la coutume islamique, nous nous sommes lavés les mains à l'eau du réservoir qui se trouvait à l'entrée de la pièce, puis nous nous sommes installés sur les tapis, après avoir quitté nos chaussures. Dans un angle, près d'une lucarne, se tenaient des ombres immobiles. L'Espagnol se mit à jurer tout bas. « Regardez cette race de salauds. Il faut qu'ils viennent s'imposer jusqu'ici. Quand je pense que mon père est mort pour cette idéologie de tyran. » L'Anglais n'avait pas bougé. « Cool, man, keep cool. Ce n'est pas le moment de faire des histoires, » murmura-t-il entre ses lèvres. Nous avions tourné la tête en direction des trois soviétiques, qui poursuivaient leur repas, comme s'ils n'avaient pas remarqué la gêne de leurs voisins. « Quand je vois ces types, j'ai envie de les tuer. Ceux-là et tous ceux qui leur ressemblent. Je sais, mais reste tranquille. Tu as vu ce qu'ils font dans le Nord? Ils sont partout. On roule russe, on s'éclaire russe. Les postes de radio sont russes. Les instituteurs sont cocos. Bientôt, on respirera de l'air russe. Regarde ces gueules. »
Man, tenta l'Anglais une nouvelle fois. Qu'est-ce que tu veux? Que je me taise? Tu t'en fous, toi. Tu n'as de rancune contre personne. Tu n'as pas d'angoisse la nuit. Tu ne t'attends pas sans arrêt à entendre des bruits de pas dans le couloir. Tu n'as pas peur de voir entrer les policiers qui viennent chercher ton père et qui l'embarquent en pyjama pour le mener en prison parce qu'il est communiste et qu'il croit à un monde meilleur. Et puis après, ton père, tu ne le revois plus jamais. Ça te dépasse, hein? Tu l'as vu, leur monde meilleur? Tu as bien vu ces hommes? Des morts, je te dis, des morts qui n'en finissent pas de tuer. Ses yeux maintenant brûlaient de haine. J'en veux moins à Franco qu'à ces ordures. Franco, lui au moins, il annonçait la couleur. Mais ceux-ci, ils te promettent le paradis pour mieux t'asservir. Et le pire, c'est qu'ils trouvent toujours des naïfs pour les croire. Blanche et moi assistions muets à ce débordement de malheur et redoutions que la situation ne s'envenime. L'Anglais avait raison, ce n'était pas le moment. L'Espagnol jetait en parlant des regards empoisonnés aux trois ombres qui continuaient à ignorer les jeunes gens. Ainsi, tout le monde charrie en soi une Europe puante. Tout le monde, sans exception. Pensais-je pendant que M reprenait. Tu verras, un jour ils viendront parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et ils tueront tout sur leur passage. Les hommes, les femmes et les enfants. Ils viendront apporter le bonheur avec des fusils et des hélicoptères. On les sent. Ils ne font qu'attendre. Mais tu peux me faire confiance. Je sais reconnaître un barbare. Où courait l'âme de M? Dans quelle Espagne de folie? Dans quelle enfance amère et dépeuplée? Personne n'osait rompre le silence qui s'était établi. Il fallait laisser la tristesse retomber comme une poussière sur une route. Un jeune garçon allait et venait dans la pièce servant le thé. Lorsqu'il passa près de l'Espagnol, celui-ci leva la main et la posa sur la tête de l'enfant. « Il faudra les tuer, petit. Les tuer tous. Si tu ne veux pas descendre en enfer. » Il avait parlé en espagnol d'une voix sourde et très douce. Et l'enfant lui rendit son sourire avant de s'éloigner. M était maintenant calmé. Il fouillait lentement les poches de son treillis à la recherche de cigarettes. Il craqua une allumette et s'enferma dans le silence. Aucun d'entre nous n'avait très faim, et nous avons décidé de reprendre la route le plus tôt possible. À l'abord de la montagne encore ruisselante de pluie, on aurait cru aller à la rencontre de l'arc-en-ciel qui venait d'apparaître. Nous avons atteint Mazar alors que la nuit commençait à descendre. Le voyage s'était déroulé sans incident, et l'Anglais avait eu raison de vouloir rouler de jour. Les chemins n'étaient pas sûrs. Il y a peu encore, des bandes armées attaquaient les autobus, les voitures de touristes, parfois même les camions chargés de provisions. Nous nous sommes garés sur la place encombrée qui s'ouvrait au bout de la rue principale. On sentait dans la ville l'imminence de la fête qui se préparait. Malgré l'heure, les rues grouillaient d'une foule nerveuse et bruyante. Des cavaliers passaient et repassaient en échangeant des signes de reconnaissance. Certains d'entre eux venaient de très loin, parfois du fond de la province pour prendre part au grand bouskashi. Participer, et surtout gagner à ce jeu violent dont l'origine se perdait dans la mémoire des hommes, était un honneur, et pour beaucoup, un devoir. Des enfants jouaient au milieu des chevaux sous l'œil fier des chapandas qui discutaient entre eux. Il n'y avait manifestement qu'un seul sujet de conversation,
la course et les chevaux. Blanche et moi, nous avons traversé la place en évitant les groupes qui s'y étaient formés et qui rendaient toute circulation impossible. Émergeant de cet océan d'hommes et d'enfants criards, nous nous sommes dirigés vers une chai shop qui jouxtait le Peace Hotel, où l'Anglais avait prévu que nous descendrions. Le thé et surtout le calme qui régnait en ce lieu nous apaisèrent. Quelques vieillards devisaient autour d'une pipe à eau, faisant circuler le long tuyau noir dans le cercle. Ils fumaient une variété de ce fort tabac que l'on trouve dans le Nord et qui vous enivre dès la première goulée. Nous avons pris place dans le fond, sous un panneau maladroitement rédigé et qui annonçait la date du prochain Buzkashi. Blanche, tu vas assister à l'un des plus beaux spectacles de ta vie. Tu ne peux pas imaginer. Où sont passés les autres ? Me demanda-t-elle comme si elle ne m'avait pas entendu. Bon, je ne sais pas. Je suppose qu'ils sont en train de faire leurs affaires. J'avais allumé une cigarette et je réfléchissais. Je n'excluais pas l'éventualité de poursuivre le trafic si cela me permettait de rester avec Blanche. Pour sa part, elle semblait ne pas vouloir reconnaître cette évidence. C'étaient des trafiquants, de vulgaires dealers qui nous donnaient la possibilité de voyager ensemble. C'était le côté peu reluisant de l'aventure. Mais il rendait compte d'une réalité. Demain, si nous avons le temps, je t'amène à Balkh. Les Afghans disent que c'est la plus vieille cité du monde. Et lorsqu'on s'y trouve, on est tenté de les croire. Blanche écoutait, les yeux perdus vers l'extrémité de la place où les chevaux s'agitaient toujours. Son esprit était loin. Elle conservait sans doute sur sa peau la douceur des caresses de la compagne de l'Anglais. Et s'en jugeait peut-être coupable. Elle me regardait avec un mélange d'amour et de compassion. Tu sais, nous mourrons si nous abandonnons la légende du roi et de la reine blanche, me dit-elle. Tu ne peux pas savoir, mon cœur, comme j'ai peur que la fin arrive. Il n'y aura aucun problème, répondis-je, pensant simplement à l'expédition entreprise. Ce n'est pas de cela dont je te parle, reprit-elle. Et tu le sais bien. Il faut arrêter ce jeu du mensonge. Quel mensonge ? Tout est mensonge, mon cœur, mon doux, mon tendre. Ne peux-tu sentir comme le monde entier est en train de mentir ? Nous vivons un rêve auquel nous donnons les apparences de la réalité, mais au fond de nous, nous ne sommes pas dupes. Quelquefois, je me demande si toi et moi, nous ne sommes pas simplement des perdants. D'autres jours, nous volons au-dessus des montagnes et rien ne pourrait nous retenir. J'ai le vertige. J'ai toujours eu le vertige. Elle s'était appuyée contre le mur et la tête légèrement penchée. Elle regardait au dehors le manège des chevaux et des hommes. Eux, ils étaient dans la réalité, ils ne trichaient pas avec le monde. Ils avaient depuis des siècles des armes pour se défendre contre l'illusion. Le sentiment de ma pauvreté m'envahit soudain alors que je guettais les ombres passant dans le soir. Oui, vraiment, ces hommes avaient d'autres ressources. Comme une mine inépuisable qui sommeillait sous l'écorce de leur peau.
Blanche me tendit la main par-dessus le plateau qui nous séparait et me serra très fort le bras, comme en un geste de désespoir. Elle secoua la tête, prisonnière de l'intensité des émotions qui la parcouraient, et elle resta longtemps ainsi, à mi-chemin entre deux désordres, celui de la rue et l'autre, enfoui et secret, qui semblait bouleverser les profondeurs de son être. Je savais que les mots seraient impuissants à la ramener vers moi, et préférais me taire. Je caressais simplement la main de ma princesse en un geste dérisoire. Un homme, assis dans l'entrée, nous jeta un regard qu'il voulait complice, mais nous avions chacun en cette seconde retrouvé le pays de la plus ancienne solitude. Les dealers firent leur irruption dans la salle, que les chapandas commençaient à envahir dans le vacarme des bottes qui résonnaient sur le sol de terre battue. L'Espagnol s'arrêta à une table et se pencha sur la cravache de cuir qu'un cavalier avait posée devant lui. Il aimait les belles choses, et dans ce pays, le beau était partout. On eût dit que ce peuple ne souffrait pas la laideur, qui défigure parfois, sous couvert d'utilité, les simples objets. C'est peut-être pour cela, pensais-je, que les gestes sont purs et qu'ils le restent. L'Espagnol parla un long moment avec l'homme des chevaux. Sans doute échangeait-il par signes des souvenirs et des paysages, des grondements de galop sur la terre aride, qui est partout la même. L'Afghan riait très fort, prenant les autres à témoin de sa joie. « Chaponda, Chaponda » répétait-il en frappant l'épaule du dealer. Et il glissait sa cravache entre ses dents pendant que son corps, penché en avant sur la chaise, mimait une course infernale. Les encouragements, les cris et les rires montèrent bientôt de partout, et ce fut le tour de l'Espagnol. Le jeune homme prit place sur une chaise et saisit la cravache avant de se lancer dans un galop imaginaire qui prenait vie au fil des secondes. Le regard perdu, loin en avant, bien au-delà de la place où résonnaient les sabots, il chevauchait une monture magique qui l'entraînait au royaume des cavaliers transpercés de lumière, dans une contrée longtemps oubliée des voyageurs et qui aurait, à certains détours de montagne, les couleurs d'une Espagne. Ainsi, lorsque cessa la course, M était comme transfiguré. Bien qu'il ne fît pas particulièrement chaud, il suait et ses cheveux bruns se collaient en mèches sur son front. Nous l'observions tandis qu'il entourait les épaules de l'Afghan de son bras, en un signe fraternel. Les larmes allaient poindre sur son visage. J'eus la vision fugitive d'une grande douleur, en même temps qu'une illumination. Les Afghans le congratulaient encore quand il se leva pour venir nous rejoindre à la table du fond. Pendant tout ce temps, l'Anglais s'était tenu debout contre le mur et avait regardé son compagnon avec un air de reproche contenu. Avait-il le souci de la discrétion ? Ou bien était-il tout simplement incapable de vivre ses propres rêves ? Quelle importance en fait. Nous ne faisions pas le même voyage. Demain, je me rendrai à la mosquée, puis j'emmènerai Blanche à Balkh, comme je le lui avais promis. Je courais après le magique et le sacré, comme un enfant de 10 ans que les années n'auraient pas guéri de ses terreurs mystiques, et que les grands conduisent à la messe. Un instant, j'entrevise un petit garçon, les genoux durement appuyés sur un prie-dieu, le nez collé à la voûte d'une église, dénombrant les anges qui jouent dans les nuages de leurs trompettes d'argent. L'enfant se retourne et cherche en direction des travées réservées aux femmes.
Son regard tente d'accrocher celui d'une petite fille de son âge, peut-être un peu plus jeune. Une petite brune qui tient son missel serré contre sa poitrine. Tous deux sont endimanchés et se sentent mal à l'aise. Les vêtements qu'ils portent ne les incitent ni au mouvement ni au signe. La petite fille détourne les yeux et fixe maintenant l'autel, et l'amour s'évanouit. Mais Dieu demeure. Je me dis que Blanche, qui parle si peu d'elle, est certainement prisonnière d'une histoire d'amour terrible et définitive qui s'est achevée il y a très longtemps. En quelques secondes, je lui invente une enfance, des paysages. Elle aussi protège, au fond de sa mémoire, ses propres sorties de temple, dans le soleil froid de l'hiver. Mais son amour n'est pas là. Dieu l'ennuie, et elle trouve sa maison triste et funèbre. Dieu sent la mort. L'encens lui évoque irrésistiblement les disparitions. Dieu n'est pas à la mesure des petites filles. Elle aurait plutôt une préférence pour la Vierge Marie, plus humaine, et qui ressemble à sa mère. Bien sûr, cette femme est inquiétante aussi, et sa vie reste un mystère, mais il y a tant de douceur dans ses traits. C'est cela. Elle est amoureuse de la Vierge Marie, en même temps qu'elle est amoureuse de ses peurs d'enfant. Les prêtres l'exaspèrent, et elle ne parvient jamais à les appeler mon père. Son père? Elle ne l'a jamais connu, mais il ne ressemblait certainement pas à ces hommes. Toutes ces choses l'épouvantent. Et un jour, elle n'aime plus personne. Elle sent qu'elle n'a plus de recours, qu'elle n'a plus une âme à qui se confier. Quelque chose s'est brisé sans qu'elle sache quoi. Mais un ressort ne répond plus au-dedans de son être. Moi, j'aime Dieu jusqu'à en devenir fou. Mais Blanche n'a pas cette excuse à sa folie. Sa course est d'une autre nature. C'est une sorte d'épopée païenne, cruelle et sanglante, habitée par un fantôme à qui elle fait et refait la guerre. Nous ne voyageons pas vraiment sur la même route. Nous n'allons pas vraiment vers le même terme, bien que nos destins se côtoient parfois si étroitement qu'ils semblent se fondre. Blanche me sourit, elle aussi perdue dans ses songes. L'Espagnol caresse le bois de la table avec un doigt et suit le dessin des entailles et des nervures laissées par le temps et les hommes. Lui aussi rêve et s'absente de tout et de tous. Qu'elle semble loin, son enfance. Ce n'est pas le fait de son âge, c'est autre chose, comme une douleur inscrite dans ses traits, et qui le rend beau parfois. Lui, il parle davantage, et je me souviens de sa colère au restaurant. Mais tout ce qu'il peut dire ne fait qu'ajouter au flou du personnage. Son galop frénétique de tout à l'heure marque encore son visage. Je me demande quelle enfance je pourrais lui inventer. Je pressens du gris, même dans cette Espagne où le soleil écrase les gens et les choses. J'entends les rumeurs d'une guerre qui ne se déclare pas vraiment. Je vois le visage d'une femme inquiète et tourmentée par le fol espoir de revoir un homme qu'on lui a volé. J'imagine ces mains de femme,
nerveuses et fébriles, qui passent dans la chevelure de l'enfant. Il est alors contre sa mère. Je le vois distinctement qui porte les yeux sur la médaille sainte que la femme parfois embrasse en priant. Dans son regard, il y a toute la douleur des incroyants que la vie éprouve. Il tourne la tête en direction du portrait du père qui repose sur la table de nuit. J'ai l'impression qu'il contemple cet homme sans le reconnaître. Et soudain, je pense que M n'a pas besoin de Dieu. Son Dieu à lui est vivant encore, même s'il ne le voit pas. Demain peut-être sera-t-il mort, cela n'a pas d'importance. M se battra désormais pour cet homme-dieu que des anges venus de l'abîme ont arraché au sien pour tenter de le jeter en enfer. L'amour de l'Espagnol pour son Dieu appelle la haine. Ainsi je le vois, tandis qu'il continue de dessiner sur le bois de la table une fresque invisible. L'Anglais a maintenant rejoint notre table. Il a quitté son attitude comme à regret. Il ne ressemble pas aux autres. Chez les autres, on peut encore lire une pureté, alors que chez lui, il n'y a rien. C'est une espèce de fantôme à sa manière, un fantôme sociable au demeurant, mais qui dérange par ses silences et cette façon de toujours se tenir à l'écart. C'est peut-être lui qui est le plus vrai finalement. Il paraît savoir que nous ne faisons pas tous le même voyage. Il ne prend pas la peine de faire semblant, de fabriquer de l'illusion. Peut-être est-il le plus sincère d'entre nous. Pourtant, j'ai peur d'avancer vers l'enfance de l'Anglais. Je reste encore un moment sans rien dire, encore tout étonné de tant d'images apparues. Je suis sous le charme de mes propres pensées. Puis brusquement, comme pour échapper à leur maléfice, je demande « Qu'allons-nous faire demain ?» « Demain ? Nous allons faire nos affaires, parce que c'est pour ça qu'on est monté, » dit l'Anglais. « Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mazar, c'est pas très grand, mais on peut s'occuper, vous ne croyez pas ? » Ouais. J'ai promis à Blanche que nous irions à Balkh. Vous faites ce que vous voulez, je vous dis. Seulement, si vous allez à Balkh, vous vous débrouillez comme vous l'entendez. Moi, je ne prête pas la Mercedes si je ne suis pas là. Vous voyez ce que je veux dire. L'Espagnol ajouta « Il veut dire qu'il n'a pas trop confiance et qu'il n'a pas envie que vous partiez avec la voiture. On se demande un peu où vous pourriez aller sans qu'on vous retrouve. Mais enfin, c'est ce qu'il dit. » L'Anglais ne disait rien, comme si les réflexions de M le mettaient mal à l'aise. Cependant, l'incertitude fut de courte durée. « Oui, en gros, c'est bien ce que je veux dire. Et on ne revient pas là-dessus. Donne-moi les clés. » Blanche se tourna vers moi. Je me sentais devenir nerveux, mais j'étais assez fier pour relever l'offense dans les propos de l'Anglais. Aussi posa-t-elle sa main sur mon bras en un geste d'apaisement. Je fouillai dans ma poche et sortis le trousseau de clés que je jetai sur la table sans un mot. Mais mon regard était chargé de violence. « Comme ça, » dit l'Anglais, « c'est parfait. C'est mieux pour tout le monde. » Le silence retomba sur notre assemblée jusqu'à ce que l'Espagnol commande du thé. Puis il dit
Vous savez que le bouche-cachis dure 2 jours. Si vous ne pouvez pas aller à Balkh, vous pourrez toujours voir la course. Nous ferons tout, répondis-je sèchement. Eh bien, c'est encore mieux. Bon, moi je vais rentrer. Ça m'a fatigué de faire du cheval après le voyage, ajouta M en riant. Allez, à demain. Votre chambre est réservée. Salut. L'Anglais, qui semblait avoir perdu quelque peu son autorité, se leva à la suite de M, et après avoir dit bonsoir, disparut dans la nuit. L'Espagnol était parvenu à sauver une situation qui aurait pu se révéler dangereuse par une espèce d'humour que je n'avais pas soupçonné chez lui. Son compagnon en paraissait d'ailleurs vexé. Et tout cela l'avait certainement irrité plus qu'il ne le laissait voir. J'avais l'impression qu'il aurait aimé un réel affrontement. Une fois seuls, nous sommes restés silencieux, Blanche et moi, comme envahis par la musique et les chants des chapandas qui, maintenant, laissaient éclater leur joie. Nous aurions pu nous trouver n'importe où dans le monde. Au milieu d'hommes réunis pour une fête d'outre-mémoire, pour une assemblée du début des temps. Il n'y avait plus d'heure, plus de lieu. L'espace était comme un vertige. Seule était vivante cette force sans nom qui passait entre les êtres. Avec le départ des trafiquants, l'univers brusquement était redevenu ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. Je mesurais toute la vanité de ce voyage et des raisons que je m'étais données pour l'accomplir. Tout ce qui importait, n'était-ce pas d'être avec Blanche, quel que soit le lieu, quel que soit le temps? Mais une fois de plus, je m'étais laissé prendre par les contingences. Une fois de plus, cette terreur de perdre l'amour m'avait entraîné dans une histoire où je n'avais pas vraiment ma place. Cette place, il y avait des années que je la cherchais. Que fallait-il changer pour aboutir à cette paix tant espérée? Je doutais encore davantage lorsque je me pris à penser que l'éloignement n'avait servi à rien. Ici, ailleurs, au bout du monde, qu'y avait-il de plus qu'en Europe? Les chants et la musique? La présence de ces hommes fidèles aux plus anciens des passés? La couleur et les voix? Non, tout cela relevait de ce que Blanche nommait l'illusion. Je savais que j'étais en plein désordre, que ma vie tournait autour d'un axe devenu fou et qui m'entraînait là où personne n'aurait voulu aller. Il n'existe pas de voyage libre. On peut parfois le croire, mais on se trompe. À quoi cela sert-il d'aller si loin, de tant marcher, si l'on se retrouve aussi pauvre, aussi démuni au bout du chemin, dans la plus parfaite et la plus implacable des solitudes? Je pensais à tous ces gens qui aiment à regarder passer les voyageurs, qui les envient, et qui jurent qu'ils aimeraient prendre leur place. Ils ne savent rien des peurs, des tourments de celui qui marche, qui s'éloigne vers un terme qu'il s'est fixé et dont il ignore pourtant la nature. Aller vers ce qui effraie le plus, vers la plus extrême terreur, c'est cela voyager. C'est savoir, sans se l'être avoué tout à fait, qu'il n'y a pas de paradis, pas de répit, nulle part où être. Je revis comme en songe tous les paysages que j'avais traversés, en même temps que mes yeux plongeaient dans ceux de Blanche qui me souriaient. Je revis les montagnes, les vallées, les troupeaux et les villages.
la brûlure des feux et des neiges, le grand espoir qui se levait chaque matin avec l'aube. Ainsi pourrait se dire la solitude du voyageur. Il a tant vu, tant entendu, gorgé son corps et son âme de tant de regards, qu'il est devenu incapable d'un amour humain. Et la tristesse s'empara à nouveau de moi. Incapable d'un amour. Il faudrait tout aimer, me dis-je. Ou mourir. Comment choisir dans le spectacle du monde offert, parmi toutes ces vies qui se tendent à ma rencontre et qui vibrent infatigablement, interminablement. Et soudain, perdu dans le nord de ce pays que le froid envahira bientôt, je sais que la boucle est bouclée et les routes fermées. Alors, tout doucement, je tends la main par-dessus la table et ma main traverse les chants et les rires jusqu'à caresser la joue de Blanche. À travers elle, je vois. Il n'y aura jamais d'autre amour que celui de cet instant. Comme pour mieux m'entraîner dans ce vertige de l'éternité, un cavalier s'est levé, a étendu son turban à terre pour la prière de la nuit. Déjà, je l'ai rejoint. Je fais rapidement les ablutions des voyageurs et viens me mettre debout près de cet inconnu qui m'est envoyé. Au nom de Dieu. C'est ainsi que tout commence. Au nom de Dieu. Il n'y aura jamais d'autre amour que celui de cet instant. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Et les mots me viennent en même temps que les larmes.